C'était le samedi 25 avril, donc 8h30 du matin. On a reçu un texto, grand séisme au Népal. Bon, c'est la pleine haute saison touristique au Népal, mars-avril et octobre-novembre. Donc j'ai directement pris mes affaires et je suis parti au bureau sans me poser de questions. On était déjà 3 sur place, donc j'ai retrouvé Didier qui s'occupe de l'Asie, Brigitte qui était là. On a tout de suite établi une liste de toutes les personnes qui étaient sur place et on s'est rendu compte qu'on avait 70 personnes sur place, ce qui est énorme. On en avait une quarantaine, donc 40 à Katmandou, donc 20 qui terminaient leur voyage et qui étaient en train de se balader en ville, 20 qui venaient d'atterrir à 11h30, sachant que le séisme a eu lieu à midi et qui étaient en fait en train de faire leur visa et qui ont couru hors de l'aéroport. Voilà. Et puis on avait une trentaine de personnes qui étaient en rando sur 4 massifs, Annapurna, Everest, Mustang et Manaslu. Donc ça, c'était le premier travail qui est de se dire qui est où très exactement. Parallèlement, on a essayé de passer des coups de fil sur place pour s'assurer que tout le monde allait bien. Là, ça a été la grosse difficulté, c'est que ça passait pas. Le seul endroit où c'est passé, c'est sur le téléphone satellite du groupe sur le tour du Manaslu. Donc là, on a eu rapidement des nouvelles. Pour le reste, on est parti à la pêche aux informations et il s'est trouvé que c'est en appelant des familles pour leur dire où était la personne, qu'on s'est rendu compte que certaines communications et des textos étaient passés de portables de nos voyageurs vers leur famille et pour donner des nouvelles et dire que tout allait bien. Fin du premier jour, on était rassurés. On ne sait pas comment ça peut évoluer. Il y avait une crise, on annonçait déjà 10 000 morts à ce moment-là. Les Népalais n'étaient plus dans leur maison, dans leur vieille maison parce que ça s'écroulait. Il y avait des soucis d'eau, d'approvisionnement en nourriture. Ça risquait de virer en épidémie et aussi en violence parce que les gens ont demandé de l'aide au gouvernement qui était clairement dépassé. Donc c'est quand même une situation compliquée, quoi. C'est difficile d'avoir des voyageurs dans un hôtel 4 étoiles à côté qui ont à manger, de l'eau et à côté une population qui est en grande difficulté. Enfin, c'est très compliqué comme situation, c'est pas tenable. Donc il fallait absolument ramener tout le monde tout de suite. Et une autre urgence liée à ça, c'est qu'on ne pouvait pas demander à nos équipes locales de continuer à s'occuper 24 heures sur 24 des voyageurs, alors qu'eux avaient des familles blessées, en difficulté dans les villages. C'est pas descendre leur noix de s'occuper de nous, là, c'était à nous de prendre le relais, c'était évident. La problématique, c'est que l'aéroport a été fermé du samedi au lundi. Dès que ça a été ouvert le lundi, on a envoyé Gauthier de chez nous, qui est chef de produit assistant sur la zone Népal, qui a déjà vécu là-bas, et qui donc était sur place le mardi matin pour assister nos 40 personnes, puis tous ceux qui arrivaient de leur voyage petit à petit. Le mercredi soir, tout le monde était en France. Le Népal, c'était pas la première, mais vraiment une des destinations premières, parce nous avons démarré dans les Alpes, et puis assez rapidement dans le désert, Algérie, suivi du Népal, qui est une destination montagne et qui correspondait bien à ce qu'on était, c'est-à-dire des montagnards, des gens qui étaient passionnés par toutes les montagnes du monde. Et donc on est allé au Népal, je ne sais plus, dans les années 80, et depuis, bien sûr qu'on y va chaque année. Et on a de nombreux clients qui sont aussi passionnés par cette destination, qui est très belle au niveau de la montagne, mais également au niveau de ces populations qui sont vraiment tellement attachantes. Qu'on a été bouleversés, sensibilisés par ce séisme qui a provoqué de tels dégâts et puis près de 7000 morts. C'est quand même quelque chose qui a été très difficile pour tout le monde. Cet été, on a fait le choix d'envoyer Didier Mille, donc notre responsable de destination Asie, pour s'assurer des zones dans lesquelles on pouvait renvoyer nos voyageurs. La conclusion était claire, c'est que 90% des zones de trekking classiques sont aujourd'hui OK et sans problème pour le trekking. Elle a un nom, cette place? Hanumanduka. Oui. Hanumanduka. Celle-ci, elle a bien résisté. Ouais. Déesse de la colère avec plusieurs bras. Ouais. Elle est déesse de puissante. Ouais. 5000 maisons en ciment, comme ça, qui ont bougé. Il faut détruire complètement. Il faut complètement les détruire, oui, comme celle-ci. Les murs ont tenu, mais c'est les fondations qui se sont effondrées et du coup tout le bloc a basculé.
On arrive à Soyambunat, c'est ça? Oui, on est arrivé dans Soyambunat. Ici, on voit influence de bouddhisme Newari. Ce lieu a été assez épargné par le... Ça, c'est l'école qui n'est pas détruite. Une des écoles qui a résisté. Combien il y a eu d'écoles qui ont été endommagées par le séisme? 7000 détruites partiellement ou totalement. Ouais, 7000 écoles endommagées. Les prochaines écoles qui vont se construire devraient être beaucoup mieux construites selon des règles antisismiques pour éviter que ça se, en cas d'une autre secousse, que ça se reproduise. Qui sont détruites complètement ou partiellement. Gouvernement, en ce moment, il a envoyé les ingénieurs, chaque maison, pour vérifier l'état des maisons. Si c'est complètement détruit ou partiellement. C'est marqué Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. On voit un temple qui est en début de reconstruction. Le projet de reconstruction, c'est normalement sur combien d'années? C'est déjà commencé rapidement. Et le projet de gouvernement, c'est 5 ans. Au niveau du tourisme, c'est important. Et au niveau de monuments, c'est protéger plus que possible, plus vite que possible. Sinon, on va perdre notre architecture. Notre patrimoine. On n'a pas perdu notre technologie. On a des gens qui travaillent en ce moment. Oui, vous avez tous les artisans, tous ces temples qui ont été détruits, et toutes les décorations qui étaient à l'intérieur, toutes les sculptures qui étaient à l'intérieur. Aujourd'hui, on sait encore les faire. On va pas perdre notre... Vous n'allez pas perdre votre patrimoine et ça va permettre aux artisans de travailler. Oui. Donc là, on arrive sur Durbar Square. Près de Durbar Square. Presque 100% des potiers consommés dans la vallée de Katmandou, ça vient de cette quartier. Ça vient de ce quartier, 100% de la poterie. C'est une histoire de quelques minutes. Le principal site à visiter à Bhaktapur, c'est Durbar Square de Bhaktapur. Et ici, en général, il n'y a pas des maisons et des monuments détruits. Il n'y a que le temple qui est là-bas, qui a été... Il s'appelle Vatsala Temple. Il y a une photo de Vatsala Temple, regardez là. Sinon, tous les monuments sont résistés. Y compris le Grand Palais, avec les 55 fenêtres, c'est celui-là, 55 fenêtres. Ici. Maintenant, on est à Pashupatinath. C'est un site qui n'est pas touché par le tremblement de terre. Oui, parce qu'on voit l'impression qu'il n'y a vraiment aucune maison qui soit tombée, aucune maison n'a été touchée. Non. Aucun temple, aucune maison. Temple est détruit. Ça s'est concentré plutôt sur le centre, vers Tamel et Basantapur, mais ici, sur ce quartier, ça n'a pas été touché. Et maintenant, on est à Baudhanath. Baudhanath, c'est un très important site pour les bouddhistes. C'est le site principal pour les bouddhistes à Katmandou. On voit qu'il n'y a pas de drapeau à prière, il n'y a rien, il n'y a pas de décoration. Ça s'appelle Lungta, mais on ne voit pas Lungta en ce moment. À cause de la rénovation, ils ont tout enlevé pour pouvoir travailler. Mais quand même, on voit influence du bouddhisme tibétain ici, à Baudhanath. Regardez, les pèlerins avec les chapelets ou la prière. Les échafaudages en bambou, c'est ça? C'est du bambou? C'est en bambou. Et d'aujourd'hui, reconstruction principale de stupa, il y a beaucoup d'artistes des différents monastères. C'est pas seulement le travail de l'ingénieur, c'est plutôt travaux de religieux. C'est pas seulement du travail technique, c'est aussi du travail d'artiste. Donc c'est pas imaginatif. Chaque chose correspond à un dessin précis, une règle précise qui s'apprend dans une école spécialisée. Depuis aujourd'hui, il y a 61 des artistes qui va commencer le travaux de pinacle. Les travaux pour peindre le pinacle, à la partie supérieure du shorten, du stupa.
tout à fait correct. On vient d'avoir un vol magnifique entre Katmandou et Lukla avec de très belles vues sur les montagnes. Nous sommes arrivés à 2840 mètres d'altitude. Nous sommes ici à la fin du village de Lukla. Et ici devant nous, on passe à cette porte et on commence le trek du camp de base de l'Everest. On va mettre 2 jours pour monter de Lukla jusqu'à Namche en s'arrêtant à Phakding pour s'acclimater. Là, c'est donc le point de départ de la plupart des groupes de trekkers qui vont jusqu'au camp de base de l'Everest. Ici, nous sommes dans la salle de restauration du lodge Yeti Mountain Home de Lukla. C'est un lodge qu'on utilise au retour du trek. Comme vous pouvez le voir, tout est en parfait état, il n'y a pas de fissures, tout a bien résisté, le bâtiment était solide, donc il n'y a vraiment aucun problème pour venir dormir ici pendant la saison de trekking. On est allé voir les lodges, les lieux de campement, pour s'assurer que c'était disponible, qu'il n'y avait pas de casse et que le terrain était favorable. 90% des zones de trekking classiques sont aujourd'hui OK et sans problème pour le trekking. Je pense à la zone Everest, je pense aux Annapurna, je pense au Mustang, je pense au Dhaulagiri, je pense au Makalu, je pense au Kanchenjunga, donc là, globalement tout va bien. Ensuite il y a 2 zones où on ne va pas pouvoir retourner trekker tout de suite, qui sont le Langtang, parce qu'un village a été entièrement détruit, et le tour du Manaslu, parce que les gorges sur le début du tour et les villages ont été particulièrement atteints. Et un deuxième point, c'est humainement, il fallait s'assurer que nos équipes étaient disponibles, qu'il n'y avait pas eu de blessés, de gens qui n'allaient peut-être pas pouvoir travailler cet automne, et en fait ça va. Et là on arrive au bureau temporaire de Tom Sercou en attendant que de nouveaux bureaux soient construits ou trouvés. Pas trop difficile? Maintenant ça va? Je crois que je dois remercier tous nos clients qui se sont mobilisés, mais vraiment très fortement, lorsque notre association Globe Trekker a lancé un appel aux dons. C'est près de 70 000 € qui ont été emmenés par Didier au Népal. Et là, dans un objectif premier, c'était aider les familles de nos guides, de nos Sherpas, de nos cuisiniers. Et c'est 137 familles qui ont reçu des sommes assez importantes, à peu près 40 000 €. Un peu plus même, puisqu'il reste 17 000 € qui seront consacrés à des reconstructions d'écoles, puisque les écoles ont été aussi bien endommagées en fait. Le trekking, c'est l'économie des pays de montagne. Sans trekking, ça s'effondre. Vraiment, y voyager, c'est tout à fait possible, et les Népalais seront vraiment très très contents d'accueillir chaque trekker. Ils ont envie et ils ont besoin. Et c'est la meilleure solution pour aider à la reconstruction de ce pays et à faire revivre ce pays.